Tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Merci Nelson Mandela pour cette citation qui colle à notre invité du jour, qui a même eu la chance de l'interviewer et de le rencontrer. Hubert Guécoutet est donc un journaliste de la RTS. Il a été aussi reporter de guerre. C'est une véritable légende entre les Alpes et les plateaux télé. C'est un franco-suisse né à Chamonix. Il a malheureusement eu aussi un accident tragique à l'âge de 17 ans qui aurait pu tout arrêter. Mais il a choisi de gravir d'autres sommets, à commencer par le journalisme. Reporter, présentateur à la RTS et auteur, Hubert a traversé des zones de guerre, rencontré des figures historiques comme Massoud ou encore Gorbatchev et a même immortalisé son histoire dans plusieurs livres. Mon invité est donc un homme qui a traversé les montagnes tant au sens propre qu'au sens figuré pour nous offrir des récits captivants. Alors, prêt pour le voyage ? Bienvenue dans Parcours Inspirant. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Hubert. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Grand plaisir. Plaisir partagé. Comme tu le sais, le concept de ce podcast, c'est de repartir depuis ton enfance et de remonter le fil du temps en traversant les différentes étapes clés de ta vie pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Ça va être long alors. Le challenge, ça va être effectivement rester dans à peu près 1 heure. Ouais. Absolument. Et du coup, j'aimerais savoir comment était le petit Hubert autour des 10 ans. Si je ne me trompe pas, tu étais à Chamonix. Oui. Et dans un décor de carte postale, mais tu expliques que finalement, c'était peut-être un environnement trop protecteur. Très sage. Okay. Non, je suis né effectivement à Chamonix, donc en 1951. Et c'est vrai que mon enfance est une enfance de jeune garçon, jeune garçonnet tout à fait privilégié de par le cadre. Déjà, hein, la vallée de Chamonix, le Mont Blanc, la montagne d'une manière générale. Une région très protégée à l'époque, hein, on peut le dire, même si le tourisme était déjà très actif, mais on se sentait à l'abri dans bien des domaines. La situation économique était bonne, mais au début, c'est vrai qu'entre la Suisse, l'Italie et la France, Chamonix avait une sorte de place un peu privilégiée quoi, en matière d'alpinisme, de par la présence du Mont Blanc, hein, tout simplement, et puis bien sûr de tout le massif. Donc tout ça fait qu'on a grandi, nous, les jeunes Chamoniards, dans ce climat tout à fait favorable. C'est pour ça que je dis qu'on a été des privilégiés. Alors après, ce qui effectivement arrive, c'est que on est tellement protégé qu'on pense que tout le monde fonctionne comme nous, quoi. Et que tout le monde a la chance de pouvoir vivre dans de bonnes conditions, avec le même plaisir, avec le plaisir de la découverte, de la montagne, de la nature, hein, au sens très large. Et tout ça, comme je le disais, avec un niveau de vie quand même relativement confortable. Et c'est vrai qu'après, quand on doit embrasser la vraie vie, hein, un peu plus tard, hein, à la fin de l'adolescence, au début du jeune âge adulte, eh bien, les choses changent parce qu'on découvre assez rapidement autre chose, et puis on se rend compte que tout n'est pas aussi simple pour tout le monde. Et puis en même temps, je dirais qu'il y avait un autre côté positif, mais qui apparaît surtout dans l'adolescence, c'est ce besoin, on fait tous de la montagne, hein, en gros, hein, quand on est né à Chamonix, du ski bien sûr, mais la pratique de la montagne, elle a quelque chose, je trouve, de fascinant. C'est qu'en même temps, ces montagnes, quand on est dans cette vallée un peu fermée, hein, faut bien le dire, montagne, c'est le moyen de monter, d'aller un peu plus haut, de découvrir un univers incroyable, quoi. L'univers de l'altitude, de la beauté, je dirais, cette force quoi, qui existe en haute montagne, les lumières, le rocher, la glace, tout ça. On découvre tout ça et puis ça ouvre d'autres horizons. Donc très vite, il est vrai qu'on a été assez nombreux, adolescents, à avoir l'envie de partir ailleurs, de découvrir d'autres choses. Et puis Chamonix étant quand même un grand berceau de l'alpinisme, et mon père qui était photographe professionnel. Et à 17 ans, tout se bouscule. Alors là, à 17 ans, là c'est assez dramatique, on va le dire, donc faut bien le dire. Et donc je l'ai dit, mon père était photographe de haute montagne, c'était sa passion, c'était son métier. Il en vivait très bien et très rapidement, il m'a initié à la pratique de
de la montagne et de la haute montagne dès l'âge de 12, 13, 14 ans. Je partais régulièrement en haute montagne avec lui, d'abord sur des courses assez faciles, et puis sur des courses après un peu plus engagées. Il travaillait toujours avec des guides assez renommés de la vallée, donc on était toujours bien encadrés, et donc il n'y avait pas de souci par rapport à tout ça. Donc je découvre la montagne. En plus, il avait souvent besoin d'un porteur ou deux, donc je faisais office de porteur. Et parce qu'à l'époque, la photo en haute montagne, c'était pas un appareil, c'était pas un téléphone portable. Hein. Ça pesait quelques kilos. Il y avait des plaques, il y avait des gros appareils et tout. Et donc, il y avait du poids. Donc, je lui rendais passablement service. Mais j'avais en même temps un immense plaisir à faire ça et à découvrir la haute montagne. Là aussi, privilégié parce que c'était pas tout le monde qui pouvait partir en haute montagne avec un guide, faire des sommets spectaculaires et intéressants. Et puis c'était d'autant plus intéressant que mon père, lui, travaillait. Il y avait aussi tout le côté artistique du travail, c'est-à-dire que la quête des bonnes lumières, la quête des bons endroits, les bons versants, enfin voilà, bon, les contrastes et tout ça. Donc moi, avec lui, j'ai quand même aussi mis le pied dans le domaine de l'image et de la photographie. Et puis bon, à 17 ans, effectivement, un drame. On part en montagne, on a comme objectif l'aiguille d'Argentière pour une séance de photo, on est bien d'accord. Hein, c'était pas uniquement pour faire une course en montagne. Donc lui, c'était... Des fois, on restait d'ailleurs plusieurs jours, 2-3 jours. On décide de partir. C'était l'automne, c'était au mois de septembre. Les lumières sont très belles en septembre, hein, en particulier en haute montagne, quand il fait beau. Et donc, on part à Refuge d'Argentière pour faire l'ascension du couloir en Y à l'aiguille d'Argentière. Une mine un peu en dessous de Catherine. Très beau sommet du massif du Mont Blanc. Donc on décide de partir initialement à 4, mais on se retrouve à 3. Mon père, son guide, Jean-Paul Charlet, qui est un grand guide de la vallée de Chamonix, et moi. Et puis on va au refuge d'Argentière, en fin d'après-midi, comme ça se fait toujours quand on part en course, et qu'on dort en refuge. Et puis on arrive au refuge, et puis comme on est au mois de septembre, il y a personne d'autre que nous au refuge, excepté le gardien du refuge, qui est guide de haute montagne lui-même, Daniel Burnier, que connaissait mon père, et on mange ensemble, on discute, et puis au fil de la conversation, il nous dit, écoutez, demain donc, vous allez au couloir en Y, je vais venir avec vous. Donc là, on fera 2 cordées de 2, ce qui est d'abord plus sûr, et puis ça me ferait plaisir de faire une dernière course fin de saison, avec les joueurs. Puis on lui dit d'accord, il y a pas de problème. Et puis juste, c'est un petit élément important pour la suite de l'histoire, c'est que juste avant qu'on se couche, donc, je me rends compte que j'avais oublié mon casque. Donc je me fais un petit peu enguirlander par mon père, pas très content. Et puis à ce moment-là, le gardien dit écoute, Hubert, il n'y a pas de problème. Des casques, il y en a plein là. Beaucoup de gens oublient leur casque et puis j'en ai plusieurs. Puis il me tend un casque, qui était un casque en fait, ce casque qui était utilisé par les coureurs à ski de l'époque. C'était des casques à pression. Et puis, le temps le casque, je le prends, puis il me dit ah non, tiens, je préfère te donner ce casque-là. Il est plus sûr, et c'est effectivement un casque à lanière, beaucoup plus fiable. Très bien. Et puis il dit moi je prendrai celui-là. Et puis on part le lendemain, 4h du matin, comme d'habitude. Les conditions sont bonnes, il fait assez froid. Le couloir est en conditions moyennes parce que c'est la fin de l'été, donc il est sec. Il y a beaucoup de zones de rochers, la glace est vive, glace noire un peu comme ça et tout. Puis le couloir est très raide dans sa partie supérieure, mais enfin la course se passe très très bien. On passe à peu près, je sais pas, 2 heures et demie dans ce couloir, j'imagine à peu près. Et puis au sommet, on arrive, le temps est magnifique, toujours assez frais, et puis le soleil pointe et tout, donc c'est les premières heures du jour. Et puis mon père est ravi parce que les conditions pour la photo sont bonnes. Donc on commence parce que c'était ça aussi, il fallait des gens qui posent quand même, donc des alpinistes. Donc on commence à évoluer sur le sommet de l'aiguille d'Argentière et dans les contreforts du sommet. Tout se passe bien. Puis à un moment donné, on est sur une sorte d'arête là qui domine le couloir en Y. Et puis soudainement, toute une partie de cette arête, il ne s'agissait pas à proprement parler d'une corniche, mais une arête un peu effilée, un peu surplombante, mais pas de manière hyper impressionnante. Et
la neige a lâché sur au moins 40 mètres. Et le fait qu'elle lâche et qu'elle tombe dans le couloir, il y a eu une sorte d'appel d'air et ça nous a précipité dans le vide, quoi. Donc Ok. on est tombé dans le couloir qu'on venait de monter. D'accord. Donc grosso modo une chute de 5 à 600 mètres. Donc évidemment, autant dire que le pronostic est vite établi, parce que là il y a peu de chances de s'en sortir. Et puis mon père assiste à ça, quoi, totalement impuissant avec son guide. Et c'est moi, voilà, et c'est le guide, Daniel Burnier, le jeune guide, le gardien du refuge, et moi-même qui tombe dans le couloir, quoi. Donc, évidemment, mon père sait qu'on est mort, quoi. C'était assez clair. Et puis, moi, je suis en bas, voilà. Donc, je me retrouve en bas, j'ai perdu connaissance, donc je me réveille quand j'entends un hélicoptère, mais j'ai du mal à identifier, j'entends le bruit, mais donc l'hélicoptère, c'était les premières années du secours en montagne avec l'hélico, qui a commencé dans les années 64-65 à peu près à rentrer dans les mœurs. Donc l'hélico arrive, puis je suis encore dans la pente, donc il est en stationnaire, ça fait un bruit de fou, quoi. Il est juste au-dessus de moi, deux secouristes qui sautent, qui commencent à me manipuler, je vois que la neige est rouge. Aïe. Okay. Et puis bon, moi je suis semi-inconscient, quoi, donc voilà. Et puis je me retrouve dans l'hélicoptère, et puis je suis évacué sur l'hôpital Chamonix, et puis je me retrouve à l'hôpital. Bon, pendant que l'hélicoptère était là, j'avais bien le sentiment que j'étais pas seul dans la neige, parce que j'étais encore encordé, mais il se passait rien de spécial, et bon, j'imaginais pas spécialement je pensais pas d'abord à qui était là, enfin bref. Et puis, et voilà, entre parenthèses, c'est grâce à deux alpinistes qui étaient sur le glacier d'Argentière que les secours ont pu intervenir, parce que c'est eux qui ont donné l'alerte depuis le refuge. C'est eux qui ont pu appeler. Voilà. Le téléphone fonctionnait et tout, donc ça s'est passé comme ça. Et puis je me suis réveillé à l'hôpital, assez mal en point, on va le dire, avec un certain nombre de fractures et de blessures assez profondes, quoi. Donc un traumatisme crânien, une fracture du fémur, un poignet cassé, une cheville en vrac. Et puis la peau complètement arrachée sur le visage, enfin, sur les bras, sur les mains, une main qui commençait à geler avec des problèmes, parce que j'avais une main qui était restée dans le dos, dans la neige. Ok. Voilà, et donc j'ai eu 3 doigts où ils ont décidé d'attendre 10 jours avant de savoir s'ils allaient me les couper ou pas. Puis finalement, c'était lié à mon jeune âge, où les choses la chair se reconstitue de manière assez facile. Donc voilà, là je me retrouve sur mon lit d'hôpital, et puis donc j'apprends que le guide a été tué sur le coup dans l'histoire. Elle avait perdu son casque, le fameux casque à pression, visiblement qui a dû être à l'origine de son décès. Donc une aventure qui se termine très très mal. Et puis évidemment, qui a eu des conséquences ensuite immédiates d'abord, hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire la fin des activités sportives, le ski en particulier, et tout. Et puis on se retrouve, le fait de se retrouver dans une situation physique quand même assez fragile, quoi, pendant un certain temps. Surtout que j'ai voulu recommencer à skier trop tôt, alors il y a eu quelques complications par la suite, mais enfin bon. Et de ce malheureux accident, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, ce qu'on en retient, quand on a 17 ans et qu'on vit un événement comme ça, je pense que de manière très instinctive, la priorité, c'est, surtout quand on aime le sport et quand on est plutôt quelqu'un d'assez physique et tout, c'est de se retrouver physiquement, quoi. Okay. Et ça prend même à 17 ans, parce qu'il y avait quand même un beau score, il a fallu refaire beaucoup de choses, quoi. Donc la rééducation était assez longue, et puis c'était à l'époque, on était en 68, donc c'était pas tout ce qui était lié à la rééducation n'était pas aussi élaboré qu'aujourd'hui. Et puis je pense que surtout, ce qui a été problématique, c'est que à cette époque-là, on n'est absolument pas encadré psychologiquement, quoi. Et donc le trauma est pas géré. C'est-à-dire que on est à l'hôpital, on nous répare autant que faire se peut, et puis
après, j'ai traîné pendant très très longtemps, je dirais, le traumatisme de l'histoire. C'est-à-dire que pendant des années, la nuit, je me réveillais, je tombais, enfin bon, ça c'était... Voilà. Ok, donc il y avait toute une Et- partie psychologique Oui, oui, aussi bien qui sûr, t'avait- qui avait été mis de côté, et Mm. puis, enfin, on s'en occupait pas. Et qui s'est révélé de manière encore très déterminante et très forte à la naissance de mon premier enfant, D'accord. Antoine, donc très longtemps après, hein. Donc il est né en 92, donc c'est bien longtemps après, où je me suis rendu compte que je développais des angoisses incroyables autour de l'enfant en tant que tel, quoi. D'accord. Et c'était lié au traumatisme que j'avais subi Mm. immanquablement, parce Et tu que as trouvé des outils voilà, pour oui, oui, j'ai t'aider eu par quelques rapport à ça? outils, Ok. j'ai eu quelques outils. Alors, c'était pas non plus une situation quotidiennement insupportable, mais Mm. c'était un peu, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, quoi. D'accord. J'angoissais, il fallait que j'achète une voiture énorme pour que ce soit protégé, je mettais du coton sur tous les angles de table, enfin ça devenait complètement, ça Ok. devenait un peu particulier. Et donc, on se fait aider à ce moment-là, on se dit, il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc, mais le problème était très identifiable. Bien sûr. Après, voilà, il fallait le gérer. En revanche, à la suite de l'accident, j'ai eu aucune appréhension, par exemple, en ce qui concerne la pratique de la montagne. J'ai refait de la D'accord. montagne, Ok. 2 ans après, une fois que les choses avaient Mm. trouvé un peu le bon rythme. Et puis là, j'étais pas affecté, mais j'étais affecté pour les autres. D'accord. Le transfert, C'est il est évident, intéressant. quoi. Ok. Voilà. La responsabilité et tout. Et puis ça s'est reproduit avec ma fille. C'est arrivé beaucoup plus tard, mais de manière beaucoup plus atténuée. Ok. Mais néanmoins, il y avait ça. Et puis voilà, après la reconstruction s'est faite, et puis on récupère, et puis on en parlera par la suite, mais on se rend compte que tout au long de l'existence, c'est quelque chose qui nous suit quand même. Si je donne un exemple pour illustrer ça, c'est que à un moment donné, passionné de ski comme je l'étais et tout, j'avais envie de passer mes diplômes de professeur de ski. Mhm. Quand j'étais ado, comme tous les enfants de Chamonix, on essaye, bon voilà, et Ok. tout. Et j'ai persisté, je me suis dit, ces diplômes, malgré ce qui m'est arrivé, je vais les avoir. Comme une revanche un que peu sur la vie. c'est clair. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, Mm. ça a marché, j'ai passé mes diplômes, et pour tout dire, j'ai eu plus de plaisir à obtenir mon diplôme de professeur de ski qui en soi n'est pas un monument, hein. C'est pas quelque chose Ouais, c'est quand d'extraordinaire, même pas mais si facile. j'ai eu ok. plus de satisfaction que par rapport à l'obtention de mes diplômes universitaires, Et- qui m'avaient bien sûr demandé un Mm. certain nombre d'efforts et de choses à faire. Voilà, j'ai ressenti plus de plaisir, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. En tout cas, la transition est toute trouvée pour embrayer sur justement tes études en journalisme. Oui. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais en toi depuis petit, de devenir journaliste? Est-ce que c'est apparu finalement après coup? Donc, le journalisme, en moi, il a été, je dirais, initié à travers 2 réalités. Celle d'avoir très jeune l'envie de voyager, de partir. Alors, de partir, c'est marrant, c'est paradoxal, parce que c'est de quitter la vallée qui est un peu étroite, qui nous enferme un peu. Donc, l'idée d'aller voir ailleurs ce qui se passait, ça, c'est sûr. L'idée, toujours un peu soutenue par le fait de passer par la montagne pour aller voir ça, c'est-à-dire de dépasser les montagnes qui nous entourent, puis d'aller voir ailleurs, et puis d'en découvrir d'autres. D'accord. Donc il y avait ça, il y avait l'aspect du voyage, et puis l'intérêt de la découverte, et puis ça c'était aussi peut-être un autre élément à prendre en compte. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune, Mhm. on n'avait pas les portables, on Pas autant d'écran. n'avait pas de réseau, on n'avait pas d'écran, donc on lisait. Moi je lisais, personnellement je lisais beaucoup, donc j'ai été bercé par les récits des grands voyageurs, Mhm. de Jules Verne, tous les grands écrivains voyageurs de l'époque, enfin, qui ont existé, et qui ont laissé des traces Mhm. encore aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup motivé dans l'idée du voyage, d'aller voir ailleurs ce qui se passait. En particulier de ce qui se passait. Et puis j'oubliais quand même, majeur, Tintin. Très bien. Évidemment. Mm. Tintin, donc on a 10 ans quand on lit Tintin. 10 ans, 11 ans. Je dévorais ça, j'y relisais 3 fois.
j'étais fasciné par les dessins d'Hergé et les récits de la vie du reporter. Et le Lotus bleu, c'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie entière. J'avais peur en lisant cette BD quelque part. Et en même temps, c'était l'Asie, c'était ce monde que nous on connaissait pas à l'époque et tout, et qui me fascinait. C'est presque anecdotique, mais c'est quand même la réalité. Et donc, tu es parti faire des études de journalisme à Strasbourg. Et ensuite? En gros, l'itinéraire, au début des années 80, j'ai eu la chance, étant suisse, étant double national, franco-suisse, de pouvoir travailler à Genève au journal de la Suisse que j'ai intégré en rubrique de politique étrangère et dans laquelle j'ai travaillé pendant 8 ans, 8-9 ans même. Ouais. Quel a été le reportage qui t'a le plus marqué à cette époque? Si on parle des reportages en presse écrite, donc avec le journal La Suisse, alors il faut aussi dire qu'à cette époque-là, le journalisme à Genève était quand même très tourné vers l'international. Donc on disposait de moyens assez importants. Et j'ai eu la chance inouïe d'arriver à la Suisse à une période où finalement il y avait peu de journalistes qui souhaitaient partir, ce qui n'était évidemment pas mon cas. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de reportages. Alors ça va du Proche-Orient, ça a été la grande période de la guerre d'Afghanistan, avec les soviétiques qui étaient en place. Donc dans je dirais les reportages qui m'ont marqué, peut-être incontestablement l'Afghanistan a été un point très fort parce que j'y étais 2 fois pendant la guerre en 86, en 88, où on a pris je prenais vraiment la dimension de ce conflit. On a pu prendre, les journalistes qui étaient sur place pouvaient prendre vraiment la dimension de ce conflit, d'autant que le journalisme qui était pratiqué à l'époque était vraiment, je vais pas dire sauvage entre guillemets, mais presque, c'est-à-dire on était très autonome, pas encadré du tout. Voilà, j'allais dire, il y a une formation un petit peu, parce que quand on va sur des terrains de guerre, là, il y avait vraiment pas grand-chose. Donc la première fois, puis moi en fait j'ai partagé les choses. La première fois que j'étais en 86, où je suis resté presque 3 semaines, j'étais pris en charge entre guillemets. Enfin, j'étais encadré par le clan Massoud, qui était une grande figure de la résistance afghane à l'époque, qui a été assassiné par la suite. Et donc c'est avec ces moudjahidines que j'ai approché ce conflit dans les montagnes d'Afghanistan, quoi. Donc et c'est plus simple en tant que reporter suisse? Ouais, c'était plus simple. Ok. Oui, c'était plus simple parce que c'était plus simple parce qu'il n'y avait pas. Bon, je pense que pour les résistants afghans, en l'occurrence, les journalistes français étaient aussi très bien reçus. Et les Suisses aussi, parce que puis moi, tu veux, les Suisses, il y avait un gros avantage, c'est qu'on avait toujours quelque part, on savait que le CICR était là, et on s'intéressait bien sûr aux activités du CICR par obligation quelque part entre guillemets, et donc c'était une sorte d'appui pour nous, les journalistes qui avaient la chance d'aller là-bas. Mais il y a certains moments où on est quand même livré à nous-mêmes, et puis qu'il fallait bien sûr faire le métier, quoi. Donc, il y a eu des moments de stress intense. Alors, en Afghanistan, je dirais, on en reparlera, mais paradoxalement, c'est pas la zone de conflit où j'ai eu le plus à craindre. D'accord. Parce que c'est très étrange d'ailleurs. Quand j'étais avec les moudjahidines là de Massoud dans les montagnes, je me sentais assez en sécurité. De par le milieu, qui est déjà un milieu certes hostile, mais puis on sait qu'on est en temps de guerre. Mais ces soldats entre guillemets me paraissaient tellement, ces moudjahidines me paraissaient tellement sûrs d'eux, tellement avec la connaissance du terrain, que à aucun moment j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir peur et d'être en danger personnellement, parce que ils étaient tellement bien organisés, ça devenait presque caricatural, c'est-à-dire parce que les soviétiques étaient pas très malins et ils bombardaient toujours aux mêmes heures, les hélicoptères venaient toujours aux mêmes heures, ça dépendait de la lumière, ça dépendait de l'atmosphère, et à chaque fois, dès qu'ils savaient qu'on rentrait dans un créneau un peu exposé, on allait se cacher et tout. C'est drôle, c'est un sentiment assez curieux. Je me sentais assez en sécurité. C'était beaucoup plus compliqué la deuxième fois parce que la deuxième fois j'étais du côté des gouvernementaux et là en plus c'est le moment où les soviétiques
amorçaient leur retrait en 88. Ok, en 88. Ouais, en 88. Donc là, les choses étaient un petit peu différentes parce que c'était la retraite des Russes, quoi. Ils partaient et c'était c'était dangereux. Là, c'était un peu plus dangereux parce que on sentait que on voyait qu'au niveau de la résistance, les choses évoluaient. Les clans commençaient à s'affronter, les Russes partaient et tout. Donc c'était assez un peu plus incertain, quoi. Mais voilà, les choses se sont faites finalement. Et puis quand je regarde ces opérations en Afghanistan, bien sûr qu'il y a des moments où on est tendu, puis on a ces images quand même, on a les images de la guerre, quoi. Ça, c'est certain. Mais pas vécu de manière stressante, comme par exemple j'ai pu le vivre bien longtemps après, enfin quelques années après. À Sarajevo, j'y ai été plusieurs fois pendant la guerre. Et j'ai passé en particulier un Noël à Sarajevo, je pense que c'était en 96, quelque chose comme ça. Peut-être un petit doute, mais où c'était vraiment très intense. Alors là, oui, à certains moments, je me suis dit, ouais, ça, là, la prise de risque, elle est quand même énorme parce que là, on n'était pas encadré. On était encadré quand on arrivait. On était pris en charge par l'armée qui était en position sur l'aéroport en général. Ça variait, ça pouvait être les Italiens, les Français. Moi, il se trouvait que c'était les Français quand j'y étais. Et donc, ils nous assuraient un peu le transfert jusqu'à Sarajevo-Ville, fameux hôtel L'Idéine, là, très connu, où où tous les journalistes se rassemblaient, qui étaient d'ailleurs très exposés, c'était le pire endroit du monde, et tout. Et mais après, on était autonome, c'est-à-dire qu'il fallait se débrouiller, voilà. Et quand tu te baladais avec ton équipe, oui. Est-ce que vous avez des armes concrètement? Non, on avait des gilets pare-balles, voilà, comme ceux qu'on voit aujourd'hui dans les. Donc t'avais pas le droit de port d'armes? Ah non, là exclu. Donc ni des personnes qui accompagnent. Non, ce qui se produisait, c'est que si vraiment on avait besoin d'un déplacement un peu exposé dans une zone, par exemple quand il fallait rentrer. Moi, j'ai essayé une fois je voulais rentrer dans l'enclave serbe qui dominait Sarajevo et sur laquelle régnait la fille de Radovan Karadzic, en l'occurrence Sonia Karadzic. Okay. C'était elle qui s'occupait de cette zone particulière, qui était zone serbe. Là, c'était très exposé parce qu'il y avait vraiment une ligne de front. Donc là, on pouvait se faire encadrer plus ou moins par l'armée française. Et tu pouvais demander, par exemple, à la RTS d'équiper ou d'être plus encadré? Non, c'est-à-dire qu'eux, les consignes étaient très claires, c'est-à-dire, mais ça voulait tout dire et rien dire, c'est-à-dire ne pas vous mettre en situation de danger, bien sûr, mais à partir du moment où ça arrive, de facto, on est en position, on est exposé. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé 2 fois moi une sorte de parade entre guillemets. C'est que je me suis beaucoup appuyé, mais ça c'était des contacts personnels avec l'UNICEF qui disposait d'un certain nombre de voitures et de camionnettes marquées UNICEF, stampées UNICEF. Donc, mais c'était ça offre une forme de voilà, c'est ça. On se dit que ça nous offre une forme de protection, mais sans plus que ça, hein, je pense. Mais malgré tout, je pense que ça a pu jouer un rôle. On n'en saura jamais rien, mais ça nous a permis de nous déplacer peut-être à l'extérieur de Sarajevo plus facilement que si on n'avait pas cette opportunité-là. J'ai quand même 1 ou 2 amis qui ont eu des gros soucis en se déplaçant avec des voitures individuelles non taguées et non blindées. On a eu des accidents et il y a quand même un certain nombre de journalistes qui sont morts durant la guerre en Nouvelle-Yougoslavie. Et donc voilà. Et mais c'est vraiment le moment où je me suis dit, ouais, là, il y a une réelle prise de risque. C'est-à-dire que tout peut arriver. J'ai des anecdotes, j'en ai peut-être 2 qui peuvent illustrer ça. Avec plaisir. C'est un soir, parce que la guerre est quelque chose de vraiment très particulier. Hein. Au bout de quelques jours, quand on est dans ce climat permanent de tension, de bombardement et tout, on se met à vivre avec ça. On voit des voitures qui brûlent, on passe à côté, on n'est même plus forcément sensibilisé. Et un soir, justement, avec des gens de l'UNICEF qui, eux, avaient un bureau en vieille ville, c'est-à-dire la vieille ville de Sarajevo,
étaient présents là parce qu'ils étaient en liaison avec les soupes populaires. Il y avait des soupes populaires pour les personnes qui étaient vraiment dans le besoin, qui n'arrivaient plus à survivre. Et puis, ils nous avaient dit, bah, écoutez, ce soir, nous, on a de la chance d'avoir de la fondue. Ah, je dis, bah, c'est magnifique. Improbable. Et venez prendre la fondue avec nous. Je dis, ouais, bah, d'accord, si on arrive à venir. Nous, on était à l'Holiday Inn. Hein. Et donc, on se faisait transporter, soit par un taxi, soit aux portes de la vieille ville. Mais il y avait des taxis, par exemple, qui voulaient pas rentrer dans la vieille ville, surtout la nuit. Enfin, Ok. tout devient très Le complexe. climat est très Le climat est très anxiogène. anxiogène. Hein. Et puis, effectivement, alors avec deux de mes collègues, on progressait on savait où on allait. Et il faisait nuit, hein, il n'y avait pas peu de repères. Et en fait, on avait dit, on va aller manger la fondue avec nos amis de l'UNICEF, ça va leur faire plaisir. Et puis, en même temps, on savait qu'il y avait une soupe populaire à côté, on ira faire un sujet sur les soupes populaires, en particulier sur les personnes âgées qui étaient là. Et tout. Et donc, on progressait dans une rue quand tout d'un coup, on l'entend imperceptiblement, mais ça veut dire que si on l'entend, c'est qu'on est encore en vie. L'obus, il est vraiment passé au-dessus, quoi. Il a fracassé l'immeuble qui était, je sais pas, à 100 mètres de l'endroit où on se trouvait. L'immeuble s'est effondré. C'était réglé, quoi. L'immeuble il était vide. Les gens c'était un immeuble d'habitation, mais exposé puisqu'il était en hauteur. Il y a une dizaine d'étages. Ça a dû faire un boucan. Ah ben, c'est juste un bruit effroyable. Et puis, l'immeuble a pris feu. Voilà, c'était comme ça. Donc, les mini-tours de New York, mais il y avait le trou qu'on voyait, puis ça flambait, quoi. Les pompiers sont arrivés et tout. Mais c'était comme ça que fonctionnaient les Serbes à l'époque, là, et quand ils bombardaient, ou ça pouvait être calme pendant une journée entière, et puis pendant la nuit, ils décidaient de cibler telle ou telle chose. Donc c'était vraiment imprévisible au possible. Et t'as pu faire cette fondue? Alors, bien sûr. Non, mais c'est ça. Okay. Non, mais c'est la guerre. Des moments c'est ça, la guerre. Okay. C'est-à-dire que, on est passé devant cet immeuble en flammes, là. Bon, personne ne savait s'il y avait réellement des victimes, mais a priori pas, parce que l'immeuble était vide. D'accord. Mais sait-on jamais. Et puis finalement, on s'est retrouvé dans cet appartement à la bougie, en train de manger une fondue une heure après. Mais c'est ça. Et la deuxième anecdote, c'est toujours pendant un de ces séjours, je ne sais pas si c'est le même ou un autre, on était à l'Holiday Inn. Dans la salle à manger, mais il n'y avait pas d'électricité. On était éclairé aux bougies et puis on mangeait de la purée de pommes de terre. Et puis il y avait quelques équipes de télé qui étaient là, dont Bernard-Henri Lévy, qui tournait son film Bosnia. Okay. Voilà, il était là, il était à la table à côté, donc on se met à discuter et tout. Et puis dans le parking de l'hôtel, évidemment, il n'y avait aucun véhicule, sauf un qui était un camion de la Croix-Rouge qui était là depuis des jours, stationné sur le parking. Et là, à un moment, pendant qu'on mangeait, les Serbes ont décidé de tirer. Ils ont tiré sur le camion a explosé et s'est mis à brûler. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il a brûlé et il a brûlé pendant des heures. Il s'est consumé pendant des heures. Puis nous, on était ravis, ça nous donnait de la lumière. Dans ça, le restaurant, c'est la guerre. Wow. C'est la guerre. Mais bon, il y a évidemment personne dans le camion et tout, mais c'était ça. C'était ça, quoi. J'ai des souvenirs comme ça. J'ai aussi des souvenirs c'était les soldats, ça fait drôle d'en parler comme ça aujourd'hui, mais c'était les soldats ukrainiens qui étaient chargés de l'entretien du tram. Il y avait un tram entre la nouvelle ville de Sarajevo et l'ancienne ville. Ok. Nouvelle ville, c'est des tours d'habitation et tout, et c'est assez long. Hein. Il y a une longue avenue qu'on appelait d'ailleurs Sniper Alley, parce que c'était très dangereux, qui traversait. Sniper Alley. Sniper Alley, ouais. Wow. Et ce tram parcourait cette plaine entre les deux. Et je me souviens de voir, j'étais dans une de ces tours en train de faire un reportage sur une famille qui vivait dans ces tours, et de voir les soldats ukrainiens à un moment donné où des tirs commencent, ils sont sur le toit du tram et on les voit se coucher, essayer de se protéger, et de riposter et tout. C'était ces images qui sont incroyables, quoi. Comme un spectacle, quoi. On regarde ça c'est terrifiant. Ça a des côtés terrifiants. Mais c'est vrai que Sarajevo, c'était très, très, très particulier. Dans ce sens-là. Dans le sens puis c'était, pour nous, c'est comme si la guerre déroulait chez nous, quoi. C'est-à-dire, c'était, voilà, des voitures, des rues comme chez nous, très belles vieilles villes, voilà, et tout, des tours modernes.
faut pas oublier qu'il y avait quand même eu les Jeux Olympiques d'hiver à Sarajevo, quelques années auparavant, et puis on se retrouvait, on avait des souvenirs d'images. Et quand tu revenais en Suisse Oui, avec ta famille, oui. comment on vit Ben, on le vit finalement, c'est deux vies ouais, c'est complètement deux différentes. vies. Et là, c'est vrai que par exemple sur Sarajevo, c'est là que j'ai réalisé que, parce que quand je suis rentré, mais je pense que c'était en 94 ou 95, je sais pas exactement. Et ma femme Isabelle, la mère de mon fils Antoine avait 2 ans, 3 ans, et elle me dit, quand je suis rentré, elle me dit, tu sais, parce que je faisais des duplex depuis Sarajevo, évidemment. Ok. Et donc, il allait devant la télé, puis il collait les mains sur la télé, puis il disait papa, papa, papa. Puis, quand elle m'a raconté ça, ça m'a scotché. Je me suis dit, bon, là, on va quand même se calmer un peu, parce que voilà, ouais, on aime ça, mais. Mais c'est l'adrénaline que Moi, j'étais très animé par le fait. C'est le problème du journaliste. Hein. On est toujours coincé entre l'envie, le besoin de faire un bon reportage, de ramener de belles images, de ramener un récit, de raconter une histoire. C'est un truc qui est passionnant, ça, à faire. Et puis, l'idée de se dire, ouais, je prends quand même là, je me rends compte que je suis en train de prendre des risques, est-ce que ça en vaut la chandelle et tout. À un moment donné, je pense qu'on se pose plus tellement de questions, on fait les choses, et puis on se dit, bon, bah, advienne que pourra, ok. C'est ça, on est toujours un peu entre deux, et puis il y a aussi ce rapport aux victimes, c'est-à-dire aux victimes, pas forcément des gens qui trouvent la mort, mais je parlais de cette famille sur laquelle je faisais un reportage pendant que je regardais les Ukrainiens sur leur trame. Et dans cette famille, le père s'était fait tuer, bosniaque, et s'était fait tuer. La mère s'est retrouvée avec ses 3 enfants, et il y en avait un qui parlait plus. Donc il était pris en charge par les psys de l'UNICEF. Depuis le décès de son père, il ne parlait plus. Traumatisme absolu. Et il était là avec nous. Il n'arrivait plus à s'exprimer, il ne disait pas un mot. Et la mère racontait cette histoire. C'est hallucinant, quoi. On doit se sentir impuissant. Ah ben, bien, on est là, on se dit, bon, finalement, voilà, on raconte cette histoire, on montre quelque chose. Bien sûr que ça va permettre de comprendre la souffrance de ces gens, leur positionnement, en sachant qu'à l'étage au-dessus, c'était une famille serbe qui vivait, quoi. Donc, tout ça, tout se mélangeait. C'est atroce. Et je me rappelle de les 2 autres enfants, parce que c'est une famille qu'on a suivie pendant plusieurs jours. Les 2 autres enfants jouaient devant l'immeuble dans des carcasses de 4L. Ça m'avait. Il y avait 2 4L qui étaient là, qui avaient été pulvérisés. Il y avait des impacts de balles partout. Et les enfants jouaient dans ces 2 4L qui étaient en train de pourrir au pied de l'immeuble. Non, mais c'est les images. Alors, maintenant, quand je regarde ça avec le recul, je regrette absolument pas d'avoir fait tout ça. Et puis d'avoir pu, autant que faire se peut, ramener 2-3 choses intéressantes pour faire comprendre ce qui se passait réellement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans ce métier, quelque part, de reporter, tu parlais d'adrénaline tout à l'heure, c'est sûr que ça joue un rôle. Ça joue un rôle parce qu'il y a une immense satisfaction quand on arrive au bout du projet, quoi, quand on arrive à faire les choses et puis quitte à prendre. Peut rejoindre un peu, je fais le rapprochement, mais ce qui peut se passer avec, je sais pas, un descendeur à ski ou un grimpeur en montagne. On prend le risque. Des shoots d'adrénaline. Ouais, il y a ça, il y a quelque part un peu ça. C'est-à-dire qu'on grimpe, on sait que la récompense c'est le sommet, donc même on va galérer, ça va être dur, et puis on ne sait pas ce qui peut advenir, et puis, mais on prend le risque de le faire, et puis on arrive au sommet. Puis là, on est content. Quand on est dans cette démarche-là, dans une démarche journalistique de reportage, c'est un petit peu ça. On essaye de se donner les moyens pour obtenir ce qu'on veut. C'est ça l'idée, quoi. Et donc à la RTS, tu as été aussi interviewé des grandes personnalités. Ah oui, parce que j'ai eu le privilège, parce qu'à un moment donné, je faisais du reportage, parce que moi, mon objectif premier, c'était quand même ça, le reportage. Puis un jour, on m'a dit, ouais, mais Hubert, est-ce que tu pourrais présenter le journal? Je dis, oui,
Oui, on peut essayer. Je veux dire, j'avais pas du tout comme objectif de faire ça. Mhm. Mais je l'ai fait, puis finalement, je l'ai fait assez longtemps, Oui. peut-être un peu plus longtemps que prévu. Surtout sur les 3 éditions, midi, le soir, le 19h30. Alors, alors ça, c'est une autre forme de journalisme. Ça n'a plus rien à voir avec le reportage. Il y a aussi une forme d'adrénaline, hein, parce que conduire un journal de 30-35 minutes dans de bonnes conditions, avec tout ce qu'il y a autour, hein, parce qu'on n'est pas seul hein, pour faire un journal. Hein. Donc c'est un petit défi quotidien, mais évidemment il n'y a pas de prise de risque majeure, sinon de se casser la figure, de se planter ou de dire une grosse bêtise. Voilà, ça peut arriver. Bon, il y avait le prompteur, il y avait... À mon époque, le prompteur, il n'était pas d'une fiabilité folle encore. Ok. Mais ça, oui, c'est sûr qu'il y avait le prompteur, mais parfois, il fallait faire autrement. Surtout que sur les journaux de midi et de la nuit, on n'avait pas de prompteur. Le prompteur, c'était pour le 19h30, le journal principal. Ok. Donc, voilà. Et puis, mais bon, il faut savoir faire avec et sans, quoi. Est-ce Et que puis- tu peux nous raconter un petit peu des personnalités qui t'ont marqué, que tu as interviewées? Bah, les personnes. Alors, à la télé, j'ai quand même vécu une période qui était. Moi, j'ai commencé à la télé, je suis arrivé en 89. J'ai commencé tout de suite avec la chute du mur de Berlin. Direct. Allez. Direct, on m'a dit, bah écoute Hubert, on va ouvrir l'antenne, puis on va faire du direct, quoi. Donc ça durait des heures, parce qu'on avait les images qui arrivaient et tout ça. Donc on était bien sûr plusieurs à travailler sur l'histoire, plusieurs présentateurs et tout, on se relayait. Donc c'était assez étrange parce que c'était les premières fois où on ouvrait vraiment les antennes sur des longues durées, quoi. Parce que c'est vrai que c'était des événements qui s'étalaient dans le temps. Donc on a eu ça, et avec bien sûr des interlocuteurs. La chute de Ceausescu, par exemple, en Roumanie, c'était pareil, les images arrivaient, donc en continu, de partout, et donc on construisait nos programmes jour et nuit, là, avec des gens en direct, des Roumains qui venaient les Français qui venaient nous aider, et tout, des spécialistes, et tout, donc c'est des moments forcément intenses. Parce qu'on vit l'histoire en direct, quoi. On vit l'histoire en direct. J'ai eu peut-être un peu de chance, mais ça, même à l'époque où j'étais à la Suisse, ça a commencé par. Ça, c'est très drôle, mais la fameuse rencontre de Reagan-Gorbatchev, là, hein, ok. Là, on est dans les années 80, la fin des années 80, et évidemment qu'il y avait une demande en termes journalistiques incroyable pour cette rencontre, pour assister à cette rencontre. Donc ça avait été une énorme organisation pour la presse écrite, pour la télévision, pour la radio. La rencontre se passait à Versoix, à côté de Genève, dans une villa qui avait été choisie. Villa Montfleury d'ailleurs, je me rappelle, j'habitais juste au-dessus, donc j'habitais pas loin. Bref. Et donc cette rencontre a eu lieu. Et puis, moi, j'étais dans le taf des journalistes qui devaient suivre l'affaire. Et puis, parce que en tant que membre de la rubrique internationale, et puis, il y avait tellement de monde qu'ils ont dû procéder à un certain nombre de tirages au sort pour la présence. C'est-à-dire, ils avaient installé une immense estrade face à la villa. Donc là, il y avait déjà eu une sélection pour être là. Puis après, il y a eu la sélection pour les journalistes qui pourraient poser des questions aux deux artistes, aux deux présidents, aux deux personnages. Et puis, il se trouve qu'au tirage au sort, pour la presse écrite, j'ai été tiré au sort. On était 3. La presse écrite romande. Donc, eh bien, il y en avait 3 pour la télé, puis peut-être 3 aussi pour la radio. Je parlais de la presse romande. Hein. Donc, je me suis retrouvé devant Reagan et Gorbatchev. Comme ça. Impressionnant. Ouais, c'est quand même impressionnant. Alors, en même temps, c'était, je ne vais pas dire que c'était un petit peu ridicule, mais quelque part un peu quand même, parce que on avait droit à 3 questions. Chaque journaliste avait droit à 3 questions. Ils étaient à distance. Il y avait, je sais pas, il y avait 7-8 mètres entre l'endroit où on était, les journalistes, et puis on venait chacun notre tour. Et puis l'estrade où se trouvaient Gorbatchev et Reagan. Mais je me suis quand même retrouvé devant ces deux personnages à poser 3 questions basiques, bien sûr. Hein. Qui étaient préparés aussi. Mais oui, qui étaient préparés. Non, mais bien sûr, tout ça. Mais c'est la sensation là qui est forte. C'est de se dire, on est quand même là
Je suis avec deux On doit se personnages sentir quand même tout petit. qui sont en train de faire l'histoire, quoi. Ils sont en train de faire l'histoire. Il se passe quelque chose là. Donc c'est un truc, voilà, c'est un gros événement, quoi. Et puis voilà. Donc ça c'était un moment fort. Ouais, dans mes souvenirs, c'est un moment fort. Mais je dirais que le moment le plus fort lié à cette histoire, il est venu quelques années après, alors que j'étais à la télé, et là j'ai eu la chance d'interviewer Gorbatchev pendant 45 minutes, donc sur une interview ouverte qui avait lieu à l'Intercontinental à Genève. Et c'est vrai que parler 45 minutes avec Gorbatchev, de son passé, de ce qu'il avait vécu, de ce que... Il y a un élément qui t'a marqué? Ouais, alors là on est face à un monument, hein. Là, c'est... Bon, d'abord, il y a le contexte, hein. Il y a les gardes du corps, le personnel, la caméra, bien sûr, je dirais les contraintes de distance physique, c'est très, tout est très protocolaire. planifié, c'est très protocolé, et tout, le timing est vraiment surveillé de près, mais on est là, on a une série de questions, et bon, il parlait pas anglais, hein, donc tout se faisait en russe, il y avait une interprète, traducteur. et tout, traducteur, donc il y a aussi ce côté, faut écouter ce qui se dit, et tout, qui était, alors là, ça c'est une des rencontres qui m'a le plus marqué. Okay. Parce que là, on a affaire quand même à... Il a changé l'histoire du monde, quoi. Bien sûr. Quoi, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur son action, sur ce qu'il a fait, comment il s'y est pris, et les conséquences et tout. Mais c'est un des personnages clés du siècle dernier, quoi, je veux dire, incontestablement. Et donc ça, c'est vraiment un moment très fort, quoi. Et puis, le personnage est éminemment intelligent, éminemment intéressant, a beaucoup de choses à dire, mais en même temps disons qu'on n'a pas envie de l'embêter, quoi. On n'a pas envie de l'embêter, mais moi j'avais été fasciné par ce personnage et cette rencontre. Mais dans le même registre, quelques années avant, ça c'était une expérience qui était à la fois hyper positive et puis qui m'a laissé un sentiment mitigé. Un jour, à l'époque, Eric Lehmann était rédacteur en chef du journal La Suisse, et il me dit, donc on est en 80, je pense 87, 88, quelque chose comme ça, ouais, dans ces eaux-là. Il faut savoir que le Cambodge, à cette époque-là, avait encore un siège à l'ONU sous l'étiquette Kampuchea démocratique, qui était donc le pays de Pol Pot, génocidaire, tout ce qu'on sait sur l'histoire du Cambodge à cette époque-là. Oui. Et c'était au moment où sortait le fameux film La Déchirure de Roland Joffé, qui fait donc état de ce qui s'est passé au Cambodge sous Pol Pot et Khieu Samphan, qui a permis aux gens de comprendre ce qui s'était passé au Cambodge dans les décennies précédentes, et en particulier la période Pol Pot. Et il me dit, écoute, des représentants du Kampuchea démocratique, donc Pol Pot, pas lui, personnellement, mais le camp, oui. Le camp sont disposés à recevoir la presse. Ils avaient leur bureau était à Chambézy, à côté de Genève, dans une villa. Okay. C'est une villa qui était... Voilà. Tout petit village à côté de Genève. Absolument. Et donc j'y vais. On avait l'autorisation, j'arrive, je rentre dans un salon immense, là, belle villa, piscine, tout. Et puis, je suis face à 3 personnages, parce que je ne savais pas qui était là. On savait que c'était des représentants du Kampuchea démocratique. Et celui du milieu, je le reconnais immédiatement. C'était Khieu Samphan, c'est-à-dire que c'est le numéro 2 du régime. Donc, le génocidaire dans toute sa splendeur, et qui est là, en face de moi, comme ça, vécu super sympa, parlant en français hyper correct, puisqu'il a fait vécu en France, fait ses études en France, donc francophone. D'accord. Ça nous a flotté. Tout. Et on est face là à un des plus grands génocidaires qui ait connu la planète, là, quand même. On doit se sentir mal à l'aise. Alors là, ça devient très vite compliqué parce que on se dit qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais comme interview? Est-ce que je lui rentre dedans en lui disant bon ben voilà, le monde sait,
c'est ce qui s'est passé au Cambodge, ce qui continue de se passer, bon, avec tout ce qui suit et tout. Et là, on est obligé d'adopter une sorte d'attitude, de s'installer dans un, comment dirais-je, un climat moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on est obligé de poser des questions liées au génocide. Il est très détendu, il répond avec facilité, aisance, aplomb, déconcertant, parce que lui, il est tout à fait normal. Nous, on avait une mission, on pense que ça devait se passer comme ça. On croit en notre idée, on parlait encore au présent, hein, même si c'était... Voilà, on croit que, et on a travaillé pour le Cambodge. On prend ça, alors on est obligé d'écouter, puis après, même, j'avais un bon argument, c'est le film et du livre qui avait inspiré le réalisateur. Et donc, tout ça n'est évidemment que mensonge, interprétation et tout. Et alors, on se retrouve à la fin de cet entretien qui a duré peut-être 1 heure et quart, avec la question suivante, c'est « Que fais-je de ce que j'ai entendu ?» Donc, on va voir le rédacteur en chef, et puis on lui dit « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» J'ai quand même l'interview du numéro 2 du Cambodge, qui est à l'origine de ce qu'on a pu faire de pire sur cette bonne terre depuis des siècles. Et alors ? Eh ben, on a trouvé le moyen, c'est-à-dire que j'ai expliqué, j'ai fait un chapeau, à l'entrée, j'explique que j'ai dû accepter les réponses et que ces réponses doivent, j'en livre une certaine forme et qui doit être prise venant du personnage qui a été ce fameux numéro 2 et qui évidemment peut être interprété, analysé et décodé de manière directe derrière. Donc j'avais tourné ça, on avait beaucoup réfléchi à la manière de présenter ça. Et finalement à la sortie, les gens n'étaient évidemment pas dupes, c'est-à-dire qu'on disait, on avait repris ses propos, et puis on avait rajouté un commentaire que j'avais fait, un commentaire où là c'était moi qui expliquais ma vision de cette rencontre et le climat de cette rencontre. Voilà. C'est des choses qui marquent. Ça, c'est vraiment, moi, c'est un souvenir journalistique, on va dire, qui se passe dans une villa à Chambézy, hein, c'est pas très loin, comme ça. Mais et c'est vrai, quand j'étais au Cambodge après, à titre personnel, pour un voyage, très beau voyage, et qu'on se retrouve effectivement dans le cadre de ce qu'a été le martyre de ces Cambodgiens, de ces populations civiles, et qu'on a une guide qui raconte que toute sa famille a été exécutée par les Khmers rouges. Voilà. Et que toi, tu avais rencontré et que je raconte à cette jeune femme ma rencontre avec Khieu Samphan. Alors là, elle est à la fois fascinée, et donc on a parlé des heures ensemble pour que je lui raconte ça, et pour elle, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Et donc, voilà, c'est des souvenirs qui marquent, quoi, dans une carrière, si on peut appeler ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu as eu le regret de ne pas avoir posé une question ? Bah oui, là, typiquement, avec Samphan, quoi. Je vais pas poser la question, je vais dire la question qui tue, mais la question qui tue, est-ce que vous vous sentez vous-même l'auteur de ces massacres, l'instigateur de ces massacres? J'ai pas pu lui poser la question comme ça. Mais peut-être que j'aurais dû le faire. Mais j'ai pris des chemins détournés pour lui faire dire des choses que j'ai traduites par la suite. Sinon, il nous foutait dehors. Je veux dire, donc j'ai quand même rendu compte de cette rencontre. Et donc, je pense que grâce aux commentaires qui étaient à côté, les gens ont pu faire la part des choses. Et puis, en plus savaient quel était le contexte, quoi. Il y a aussi un épisode dans le même registre. C'est l'interview de Jean Bertrand Aristide, qui parlait français à l'époque, qui avait été présenté comme le sauveur d'Haïti.
et puis qui a mal tourné. Oh oui. On sait ce qui s'est passé par la suite. C'est peu dire mal tourné. Voilà, ok. Et il est encore en place. On sent que sa position se fragilise un peu à l'époque où j'y suis avec une équipe. Et là, je fais une interview chez lui. Il m'accorde une interview, longue interview, qui dure, je sais pas, peut-être 40 minutes. Mhm. Et il se trouve que son assistante était fribourgeoise, suissesse. Elle est secrétaire, le monde est petit. Ouais, voilà. Il parlait très bien français et tout, donc on est très bien accueillis et tout, et on fait l'interview. Je pose toutes les questions que j'avais prévues, et on arrive à la fin de l'interview. Je lui dis, écoutez, je vous remercie pour l'interview. Il me dit, écoutez, cette interview ne me convient absolument pas, et je vous demande de ne pas la diffuser. Ok, je lui dis, bah, écoutez, malheureusement, ça va pas être possible. Et pourquoi? Parce il que, l'a justifié comment? parce que, il dit, je suis pas content de cette interview. Les questions que vous aviez évoquées, parce que je lui ai envoyé un message auparavant, quelques heures avant, pour lui dire quelle serait la teneur de l'interview. Parce que cette interview était en fait pas prévue dans notre programme. C'est quelque chose qui s'était rajouté. Grâce à des contacts, on m'avait dit, oui, tu pourrais peut-être avoir une interview d'Aristide. J'avais dit, bah, bien sûr, évidemment, dans le contexte et tout. Et puis donc, il avait simplement demandé une liste de questions. J'avais évoqué toutes les questions, en gros, que je lui ai posées. Très bien. Bon, bref. Et alors, il me dit, ben ouais, non. Ben, je lui ai dit, écoutez, non, ça va pas être possible, quoi. Et puis là, il me regarde, mais alors, très méchamment, quoi. Il me dit, je pense que je n'en resterai pas là. Genre, hein. Puis je regardais sa secrétaire qui était déconfite. Et on est parti. Je vous remercie, on est parti. Et là, j'ai eu la crainte que les ennuis commencent. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai récupéré immédiatement les cassettes qu'on avait enregistrées. Je les ai envoyées, fait partir à Miami avec le journaliste qui rentrait. Pour les mettre en sécurité. Pour les mettre en sécurité. Je me dis, là, ils sont capables de tout. Donc, effectivement, après, on a été suivis et tout. À l'hôtel, on voyait les gars qui tournent. Bref. Mais il s'est rien passé. Finalement, il s'est rien passé. Mais dans l'interview, il a. Mais il y avait rien. En plus, il y avait rien. Non, il y avait rien. Je sais pas ce qui lui. Honnêtement, non. C'est-à-dire que l'interview ne le favorisait pas, c'était clair, puisqu'on évoquait sa situation qui devenait difficile, les risques de le voir débarquer prenaient quand même chaque jour un peu plus d'ampleur. Donc évidemment, il était voilà. Et puis c'était destiné au public suisse et tout. Donc il n'a pas donné d'explication. Mais simplement, il a généré chez nous un sentiment de stress, de méfiance et de stress, ouais, effectivement. Donc après, on a récupéré les cassettes et tout. Et puis, il a été diffusé. On a diffusé l'interview, il n'y a eu strictement aucune réaction. Mais simplement, sur le moment, on est en Haïti. Hein. En Haïti, on est dans... Ouais. On marche sur des œufs. On marche sur des œufs, faire attention, c'est pas qui est qui, c'est vraiment difficile. Surtout que j'avais interviewé bien sûr des représentants de l'opposition, j'avais interviewé des prisonniers politiques. Enfin, j'avais réussi à rentrer dans la prison centrale de Port-au-Prince, chose totalement exceptionnelle, grâce à un piston entre guillemets du procureur qui était une femme vraiment incroyable. Et on avait fait des images absolument hallucinantes dans cette prison. Enfin bon, bref. Et puis, je pense que tout ça se savait, parce que c'est un petit monde, hein, Haïti, et Port-au-Prince. Et donc voilà, ça c'est typiquement des moments. Je crois que tu as eu aussi l'occasion de rencontrer Nelson Mandela. Ah, alors là, Mandela, ça c'est beaucoup plus, je dirais, prosaïque, mais moi je l'ai rencontré dans le cadre du symposium de Davos, hein, le sommet économique. Okay. Et tout, il était là, c'était l'année qui suivait sa libération. Donc il donnait pas d'interview, très peu. Et bon là, il était dans le pays hôte, il était en Suisse et tout, donc on a eu l'occasion, on a été 2 ou 3, on n'était pas très nombreux, j'étais pas tout seul, hein. Et on s'est retrouvés dans une petite salle, mais bon, comme une salle de classe, comme une sorte de vraiment mini-salle. Et puis on a ce personnage qui est là, très souriant, très aimable, et qui a répondu à nos questions pendant, pareil, 40-45 minutes. Là aussi, c'est en fait de ce personnage qui a passé des années en prison et qui est là, qui affiche une sérénité totale, qui nous parle de sa réalité de vie pendant des années, qui nous parle de ses projets, de sa vision de l'Afrique du Sud, de son épouse, de sa vie, avec une sorte de distance comme ça, à la fois élégante et
et profonde, quoi. Sur ce personnage. Moi, alors qu'on était dans un cadre tout à fait bénin, enfin, je veux dire, et tout. On a quelqu'un qui raconte une histoire qui a marqué aussi la grande histoire de notre bonne terre, quoi. C'est ça qui est extraordinaire dans le journalisme, quoi, d'avoir la possibilité de rencontrer des gens comme ça. Il y a une personnalité que tu aurais aimé rencontrer et ça ne s'est pas fait? Oui. Alors, j'ai eu, oui, j'étais sur le point de rencontrer Rajiv Gandhi en Inde. Et j'ai beaucoup voyagé en Inde, à la fois pour le travail et puis pour moi. Mais j'avais obtenu une interview de Rajiv Gandhi, et malheureusement, à cause d'un avion qui a décollé trop tard de Srinagar au Cachemire, je suis rentré trop tard à Delhi, et il partait en Russie à l'époque, c'était encore en Union soviétique. C'était en 87 ou 88, hiver 88. Et évidemment, il était parti quand je suis arrivé. Mais il nous avait accordé 1 heure pour une interview, et tout était OK. Malheureusement, à cause d'un avion en retard, je n'ai pas pu le faire. C'est un regret. C'est un regret parce qu'avec l'Inde, j'ai une relation un peu pour y être allé souvent, et puis d'avoir fait pas mal de reportages là-bas. Évidemment, c'était un grand personnage. C'était voilà. Mais en Inde, je compense ça par le fait d'avoir pu rencontrer un disciple, un des derniers disciples vivants de Gandhi, donc Gandhi, voilà, The Gandhi, et qui avait fait avec Gandhi la marche du sel, cette fameuse marche symbolique juste avant la partition et tout, et une rencontre incroyable à Ahmedabad. Dans un climat de sérénité absolue. Il avait 97 ans, je crois, et il était devant sa petite maison et racontait la vie qu'il avait passée avec Gandhi, quoi. Là, on est dans un truc, ça c'était à l'époque de la Suisse, hein. Mais c'est du journal de la Suisse. Et on sort de là, tu dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Après, il y a le film qui est sorti, donc après on connaît la grande histoire et tout. Et ça, c'est des moments qui sont littéralement incroyables. C'est un immense privilège, quoi. C'est comme ça, c'est ça. Donc, et puis, voilà, c'est des moments comme ça qui font avancer. Et puis... Il reste 3 instants signature. 3 instants signature. Oui. En quoi cela consiste-t-il? Alors déjà, voilà une jolie baguette magique. Oui. Symboliquement, je te la donne. Pour ceux qui ne nous voient pas, donc c'est une baguette magique qui appartenait à ma fille. Oui. Mais c'est plus pour introduire cette idée tu as un pouvoir magique et tu peux en faire ce que tu veux. Ça peut être revenir dans le passé, ça peut être changer quelque chose, ça peut être se projeter avec un souhait, une envie. Voilà, tu en fais ce que tu veux. Puis je dois dire. Exactement. Je dois expliquer. Voilà. Ce que je souhaite faire avec avec ce pouvoir, avec cette possibilité. Cette possibilité de baguette magique. Alors là, je dirais 2 choses. Ne pas s'enfermer dans la nostalgie. Ça, c'est une crainte. Avec les années qui passent, le temps qui avance, c'est d'avoir cette tendance à se dire, ouais, c'était mieux avant. Tout ce que j'ai vécu, c'est du passé. Je pense qu'il faut pas se dire ça et faire en sorte que la magie continue à opérer, peut-être sur d'autres options, peut-être sur d'autres choix, peut-être sur d'autres circonstances, et que tout ça nous amène autant de ce que j'ai pu vivre par le passé. Très bien, parfait. Voilà pour la baguette magique. Merci. On va donc attaquer le 2e instant signature. Oui. Je vais utiliser cette jolie sonnette et donc on va faire en fait des questions tac au tac. Like a boss. Donc, oui, c'est marqué like a boss dessus. Oui.
Absolument. Il y a une dizaine de questions. 10 questions, ok. L'idée, c'est de répondre assez rapidement. Oui. Alors, c'est parti. Si tu avais à résumer ta vie en un seul mot, tu... Privilège. Très bien. Tu as compris le concept, c'est parfait. Est-ce que tu as un mantra, une phrase un peu feel good que tu te dis régulièrement ou que tu dis à d'autres régulièrement? Alors, elle est ironique, c'est pas grave? Non, non, du tout. Ok. C'est partir à fond et accélérer progressivement. Très bien. C'est joli. C'est drôle. J'aime bien. Quelle est la leçon la plus importante que tu retires de cette expérience en tant que journaliste? Je dirais une connaissance particulière qui est liée aussi au privilège et non pas. On peut acquérir la connaissance par de mille manières, mais là, on l'acquiert en direct. Avec qui tu aimerais dîner si tu pouvais choisir quelqu'un dans le monde, une figure ou emblématique ou voilà, quelqu'un avec qui tu aimerais passer un moment J'aimerais bien, privilégié? franchement, j'aimerais bien dîner avec Mick Jagger. Ok, très bien. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie? Waouh, ça c'est difficile. Le plus fou, euh, envisager l'ascension d'un haut sommet himalayen et le réussir. C'était lequel? Le Merapic. Quel est ton pire souvenir de guerre? Sarajevo et cet enfant qui ne parle plus depuis que son père a été tué un mois auparavant. Quelle est ta plus grosse prise de risque? C'est pas forcément lié concrètement, physiquement, mais pour toi, dans ta carrière ou dans ta vie, quel a été le plus gros pari que tu aies fait? Prise de risque, je dirais que le ski m'a fait prendre pas mal de risques. Si tu pouvais revivre un moment fort que tu as eu dans ta vie, je te dis, tu peux revenir à telle date, tu choisirais quel moment? Il y en aurait quand même pas mal. C'est plutôt bon signe. Ouais, il y en aurait peut-être pas mal. Être au sommet du Mont Blanc à 9h30 du soir et regarder les vallées sans dormir. Quel conseil tu donnerais à un jeune journaliste qui se lance? Difficile, eu égard à la manière dont se pratique le journalisme aujourd'hui, mais je dirais avant toute chose, garder l'intérêt pour tout ce qu'il entreprend. Aujourd'hui, on l'a évoqué, tu as 2 enfants. Quel message tu aimerais leur transmettre? Se cultiver le plus possible. Qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus dans ta vie? Est-ce qu'il y a une figure, un idole? Une idole pas à proprement parler, des gens qui m'ont inspiré le plus. J'ai eu beaucoup d'admiration pour Obama. Alors écoute, on va attaquer le dernier instant. Oui. Signature. Je vais déclencher un minuteur et donc tu vas avoir 1 minute. C'est la minute inspirante. Tu dis ce que tu veux et tu as 1 minute. Ok, mais me concernant, donc on est d'accord. 1 minute minute pour pour- inspirer pour inspirer, nos oui, ok. auditeurs qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast et s'ils avaient voilà, quelques messages à retenir. Et tu as 1 minute. Alors je pense que c'est sans doute lié au métier que j'ai pratiqué pendant de très nombreuses années et que je continue d'une certaine manière à pratiquer, c'est de savoir écouter. Parce qu'il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'au fil des rencontres, les gens qui ont une véritable écoute sont de plus en plus rares. Souvent, ils font semblant d'écouter. Ils entendent plus qu'ils n'écoutent. Mhm.
Et une des grandes leçons du métier que j'ai pratiqué, c'était ça. Et je pense que une bonne écoute, personnellement, hein, une bonne écoute m'a permis de transcrire ce que je souhaitais transcrire dans les meilleures conditions qui soient. Et ça, c'est une règle qui s'applique aussi à la vie courante, la vie de couple, son rapport avec ses enfants. C'est de favoriser cette écoute et cette prise en considération de manière assez permanente. Il faut qu'on le vit de plus en plus difficilement au jour d'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui nous entoure en termes de communication, et souvent d'ailleurs de la communication malheureusement, de mauvaise qualité, sans être présomptueux. Et je pense que quelqu'un qui a cette qualité-là sera toujours beaucoup mieux placé que celui qui n'écoute pas et qui, de facto, a une nette tendance à se regarder le nombril et à se préoccuper avant tout de lui-même. C'est un peu ça que je retirerais un peu, oui, comme petite, modeste leçon de vie. Très bien. Merci beaucoup Hubert. C'est un plaisir. Pour ce partage. C'est un plaisir. Merci. Si vous êtes encore là, c'est probablement parce que cet épisode vous a plu. Et ça, c'est vraiment génial. Alors j'ai 2 petites choses à vous demander. 1, abonnez-vous. Si vous écoutez en format audio, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Et si vous êtes plutôt vidéo, cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche, à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure façon de ne rien manquer des prochains épisodes. Et 2, parlez-en autour de vous. Que ce soit un ami, un collègue ou un membre de votre famille, partagez cet épisode. Qui sait, cela pourrait peut-être les inspirer, les motiver ou tout simplement leur faire passer un bon moment. Alors merci infiniment pour votre écoute et surtout, n'oubliez pas, chaque parcours est une source d'inspiration. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parcours Inspirant.